Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire intitulé « Le BIM dans tous ses états ». Focus sur les documents BIM, la charte et la convention BIM. Ce webinaire est réalisé dans le cadre de Innovate to Build, organisé par Gretec. Gretec est spécialisé dans les logiciels et les services pour les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie, de la fabrication et de la construction. Nous sommes une équipe d'experts sur les solutions Autodesk et nous éditons nos propres logiciels. Cela nous permet d'accompagner au mieux nos clients à concevoir et livrer des ouvrages durables. Gretec est en forte croissance. D'abord français, nous avons aujourd'hui une dimension mondiale. Nous sommes présents dans 13 pays avec des équipes en local situées au plus proche de vous. Je travaille au sein de Gretec depuis 3 ans comme experte et formatrice BIM. Je m'appelle Coralie Desplat, je suis architecte et conceptrice de bâtiments passifs. Avant de rejoindre l'équipe AEC de Gretec, j'ai travaillé comme coordinatrice BIM dans diverses agences d'architecture, au sein desquelles j'ai eu l'occasion de concevoir des projets de bureaux, logements collectifs, gares, centres commerciaux et entrepôts logistiques. J'ai participé à ces projets en collaboration avec de nombreux acteurs. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous parle des documents BIM nécessaires à la bonne collaboration et donc la bonne réalisation de ces projets. Nous allons voir quels sont ces documents qui clarifient les règles et les attendus pour tous les acteurs. Et nous allons parler plus particulièrement de la convention BIM. Pourquoi mettre en place une convention BIM et comment la rédiger? Je répondrai dans un premier temps à la question « Qu'est-ce qu'une convention BIM? Rôle et utilité ?» Nous verrons ensuite comment elle se positionne dans le corpus des documents BIM. Et pour finir, je reprendrai l'organisation d'une convention BIM selon Building Smart et nous définirons les notions spécifiques qui la composent. Première partie, quels sont les rôles et les utilités de la convention BIM? Vous avez très certainement déjà des connaissances concernant cette convention BIM. Nous allons donc revoir certaines généralités avec un petit quiz de 5 questions. Question numéro 1. Une convention BIM est-elle obligatoire en France dans tous les projets en BIM? Réponse, non. L'explication, à ce jour, une convention BIM ne revêt aucun caractère obligatoire au sens légal ni réglementaire. Et je cite Building Smart. Question numéro 2. La convention BIM est-elle obligatoirement un contrat? Réponse, non. L'explication, toujours de Building Smart, ce document est nécessaire dans la mesure où les thèmes couverts par ladite convention ne sont pas décrits actuellement par les documents contractuels. Les effets juridiques de l'adhésion à la démarche sont inhérents à la convention BIM par le fait qu'elle engage ceux qui la reconnaissent en la signant. Cependant, la convention BIM n'est pas obligatoirement un contrat. Je cite, « Il appartiendra aux acteurs du projet, notamment la maîtrise d'ouvrage, d'inscrire la convention BIM dans la liste ordonnée des documents contractuels ou de référence. » Par contre, pour tous les marchés publics de maîtrise d'œuvre et de travaux qui font référence expressément, respectivement, au cahier des clauses administratives générales Travaux 2021 et au CCAG des maîtrises d'œuvre, la convention BIM a une valeur contractuelle. Dans le cas d'une convention BIM exprimée par le maître d'ouvrage comme contrat, comment se situe la convention BIM dans l'ordre des priorités contractuelles? Le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques particulières, le calendrier général, le calendrier d'exécution, le cahier des clauses administratives générales, le cahier des clauses techniques générales. Bref, tous ces documents sont contractuels. Au terme des CCAG, la convention BIM est la pièce contractuelle qui se situe en dernière position dans l'ordre de priorité. Cependant, le maître d'ouvrage peut déroger à cette règle en conférant un ordre de priorité supérieur à la convention BIM. Question numéro 3. À quelle phase du projet doit être adoptée la convention BIM? Elle peut être initialisée à n'importe quelle étape du cycle de vie d'ouvrage, mais bien évidemment, idéalement le plus tôt possible pour que les équipes puissent s'organiser. Explication de l'ordre des architectes. Il est prématuré d'établir une convention BIM, un document à la fois lourd et formel, en phase concours. À ce stade, la rédaction d'une notice BIM qui expose en quelques paragraphes les modalités d'organisation BIM établies lors du projet de concours et les principes qui seront mis en œuvre en cas d'attribution du projet est suffisante pour cadrer les échanges. Donc oui, le plus tôt possible, mais pas forcément en phase concours. Question numéro 4.
Une convention BIM est-elle nécessaire uniquement pour les projets de logement collectif? Réponse non. Explication de Building Smart. La convention BIM s'applique à toutes les typologies de projets et tous les types d'ouvrages, bâtiments, infrastructures, infrastructures linéaires et industrielles, énergétiques et minières, etc., etc. Question numéro 5 et dernière question. Au cours d'un projet, une seule ou plusieurs conventions BIM seront rédigées? Réponse. Au cours d'un projet, plusieurs conventions BIM seront rédigées. Explication de Building Smart. À minima, une convention BIM sera établie pour chacune des périodes de conception, puis de réalisation. Mais au fait, qu'est-ce qu'une convention? Voici la définition du Larousse. Une convention est un accord entre plusieurs personnes. Une convention BIM est rédigée par la maîtrise d'œuvre. Elle détermine les méthodes à suivre pour atteindre les objectifs du maître d'ouvrage. On passe d'une définition à une image pour que ce soit encore plus clair. Pour partager notre réseau routier, nous avons besoin de connaître et de suivre le code de la route, c'est-à-dire les règles à respecter pour éviter les accidents et obtenir une circulation fluide. La convention BIM constitue les règles du jeu d'une opération de construction. Ces règles permettent de concevoir, construire et exploiter un bâtiment sans erreur, sans retard, bref, sans problème. Et parce qu'il faut que tous les intervenants du projet y adhèrent pour que ça fonctionne, ce document peut être contractuel. Il doit être signé et respecté par tous. Quels sont les rôles de la convention BIM? Traduire les objectifs du maître d'ouvrage. Une convention BIM va traduire tous les objectifs du cahier des charges de la maîtrise d'ouvrage. Ce document va traduire toutes les responsabilités et les parties prenantes des intervenants du projet. Ce document explique comment vont travailler ensemble les parties prenantes à travers différents outils. Elle va définir toutes les attentes normatives, niveau de détail et d'informations attendues, le code de construction de l'habitat et réglementation thermique actuelle, les règles de nommage, les LOD, les LOI, etc. Quelles sont les utilités de la convention BIM? En établissant des normes et des protocoles clairs, la convention BIM aide à réduire les conflits, les erreurs et les omissions dans la conception et la construction. Un manque d'informations dans les objets engendrera de faux calculs. En définissant les attentes et les processus de collaboration entre les différentes parties prenantes, la convention BIM favorise une meilleure communication et une collaboration plus efficace tout au long du projet. Pour les organisations qui passent à la méthodologie BIM, la convention BIM sert de guide pour faciliter cette transition en fournissant des lignes directrices claires sur la façon de mettre en œuvre et d'utiliser le BIM de manière efficace. En conclusion, la convention BIM constitue le plan d'exécution BIM, le BEP, pour les concepteurs et les entreprises. Deuxième partie, comment se positionne la convention BIM dans le corpus des documents BIM? Le terme de convention BIM fait partie du corpus documentaire constituant le plan d'exécution BIM, le BEP, défini par la norme ISO 19650. Ce schéma permet de comprendre la gestion de l'information prévue dans cette norme. D'abord, les exigences d'information du donneur d'ordre, ou OIR, pour Organization Information Requirement, c'est-à-dire quels sont les objectifs du maître d'ouvrage pour l'ensemble de ses projets et actifs. Quelle est la différence entre projet et actif? La différence entre les deux est la phase de l'opération. Le projet concerne les phases de programmation, de conception et d'exécution du projet, alors que l'actif concerne les phases de gestion, d'exploitation et de maintenance du projet livré, devenu donc un actif. Ensuite, des OIR découlent les exigences d'information du projet, ou PIR, c'est-à-dire quels sont les objectifs du maître d'ouvrage pour l'opération qui devront être respectés par la maîtrise d'œuvre. Tandis que les OIR et les PIR répondent à la question « quoi ?», les exigences d'échange d'informations, ou EIR, répondent à la question « comment ?». Comment vont s'effectuer les échanges d'informations? Pour finir, ces exigences donneront lieu à des modèles d'information du projet, ou PIM, c'est-à-dire les maquettes numériques du bâtiment en conception et en réalisation.
Souvenez-vous, les OIR en haut à gauche déterminent les objectifs du maître d'ouvrage pour ses projets et ses actifs. Les exigences d'information de l'actif, ou AIR, répondent également à la question comment, c'est-à-dire comment devront être gérées les installations, la maintenance et l'exploitation du bâtiment. Ces exigences donneront lieu à un modèle d'information de l'actif, ou AIM, c'est-à-dire la maquette numérique du bâtiment en maintenance. Les OIR et les PIR apparaissent dans des programmes comme la charte BIM, le cahier des charges, etc. Les AIR et les EIR apparaissent dans des contrats comme la convention BIM, le protocole BIM, etc. L'AIM et les PIM sont les résultats de tous ces documents. Ils constituent les livrables. On commence donc par des documents de programme qui sont la charte BIM, rédigée par le maître d'ouvrage pour déterminer ses objectifs sur l'ensemble de ses projets. Pour donner lieu au cahier des charges BIM, également rédigé par le maître d'ouvrage, qui n'est rien d'autre qu'un extrait de la charte BIM pour exprimer les objectifs du maître d'ouvrage spécifiques au projet en cours. Puis, c'est grâce aux besoins du maître d'ouvrage exprimés dans le cahier des charges BIM que la convention BIM pourra être rédigée par le BIM Management comme réponse méthodologique au cahier des charges BIM. La convention BIM sera donc rédigée par le BIM Management, mais validée par le maître d'ouvrage. Il pourra se faire assister d'un AMO BIM ou d'un prestataire spécialisé en la matière pour analyser, puis valider les termes de la convention BIM par rapport aux prescriptions du cahier des charges BIM. En résumé, la charte BIM énonce la stratégie initiale de la maîtrise d'ouvrage, tandis que la convention BIM est un élément opérationnel crucial qui guide la mise en œuvre du projet conformément aux exigences établies. En réalité, il n'y a pas une convention BIM, mais plusieurs conventions BIM, au moins deux, une en phase conception et une autre en phase réalisation. La mise à jour de la convention BIM permet de répondre à l'évolution des objectifs, l'évolution des équipes, l'évolution des connaissances techniques des acteurs, l'évolution des budgets, l'évolution des plannings, etc., etc. Bref, toutes les évolutions possibles dans un projet. Les conventions BIM permettent de livrer les PIM, les modèles d'information du projet réalisés par la maîtrise d'œuvre. Il s'agit, comme on a pu le voir précédemment, des modèles du projet en phase conception et réalisation, qui évolueront en AIM, modèle d'information de l'actif, toujours réalisé par la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire le modèle du bâtiment après réception des travaux pour gérer la maintenance. J'espère que l'organisation des documents BIM ainsi que la place de la convention BIM dans ce corpus sont plus clairs. Nous allons rentrer dans les détails de la convention BIM dans cette troisième et dernière partie en répondant à la question « Que doit contenir la convention BIM ?» Gardez à l'esprit que chaque convention BIM est unique. Certaines peuvent contenir plusieurs pages et être divisées en plusieurs sections, tandis que d'autres peuvent faire 3 ou 4 pages. Tout dépend du niveau de détail, de la complexité du projet, de ses caractéristiques, de ses exigences et des réglementations locales. Cependant, la longueur du document lui-même n'est pas si importante. La clé est de s'assurer que le plan guide efficacement tous les membres de l'équipe vers les objectifs prévus. Voici une rédaction de la convention BIM proposée par Building Smart. Ici, on ne va pas lire les chapitres en détail, mais se concentrer sur l'organisation générale de ce texte. On observe qu'on part du général pour aller jusqu'au détail, mais aussi qu'on part des besoins pour aller jusqu'aux solutions. Si je rentre un peu plus dans les détails, on part des objectifs pour définir des méthodes, mettre en place des missions pour chacun, définir les solutions techniques que chacun devra utiliser, exprimer des finalités souhaitées et signer cet accord pour qu'il soit respecté de tous. Pour finir, voici tous les sujets abordés dans cette convention BIM. Le projet, l'équipe BIM, les objectifs BIM, les usages BIM, le Common Data Environment ou l'environnement commun de données, les processus BIM, la modélisation, l'infrastructure numérique et les livrables BIM. Nous allons rester sur cette organisation pour définir et préciser chacun de ces termes. Commençons par le projet. Dans la rédaction de la convention BIM, on commence par décrire le projet. Construction ou rénovation, fonction, hauteur, surface, information sur le terrain et le bâti, etc., etc.
L'échéancier du projet doit permettre de situer dans le temps le début et la fin de la période d'application de la convention BIM. Il est précisé dans ce chapitre le périmètre temporel de la convention, tout ou partie du projet, le planning général de l'opération, les principaux jalons engageant les différents acteurs, y compris la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, le futur exploitant et mainteneur, l'état d'avancement du projet, phase en cours. Un tableau de ce type peut être intégré à la convention BIM pour spécifier les durées de chaque jalon. Toujours dans le chapitre projet, on décrit la localisation du projet selon tous les référentiels de localisation disponibles. Pour information, un guide BIM en pratique, le géoréférencement, est publié par Building Smart. On précise dans ce paragraphe les coordonnées postales de l'ouvrage, c'est-à-dire le numéro de la rue, bâtiment, résidence, code postal, ville, département, etc. Les informations cadastrales et les emprises de l'ouvrage, c'est-à-dire identification, type de parcelle, règles d'urbanisme. Puis, les systèmes d'information géographiques applicables au projet, c'est-à-dire les systèmes de coordonnées généraux et particuliers, les coordonnées et altitudes aux points caractéristiques et l'azimut au nord géographique. On termine ce chapitre projet par l'équipe du projet, qui est plus large que l'équipe BIM. La convention BIM fait état de la liste des principaux acteurs du projet, parmi lesquels seront identifiés les contributeurs BIM. Peuvent être considérés comme contributeurs BIM et faire partie de l'équipe BIM tous les acteurs du projet qui, d'une façon ou d'une autre, sont impliqués dans la convention BIM et ou dans l'exercice de production, de coordination et de collaboration BIM pour le projet. Après le chapitre projet, qui se termine par l'équipe de projet, on passe au chapitre équipe BIM. Ici, on donne la définition et les responsabilités de chaque rôle. Le BIM Management identifie les outils et met en place les processus BIM. Il définit les rôles et le périmètre d'intervention des contributeurs BIM. Il peut ainsi rassembler les BIM managers et ou responsables BIM de chaque contributeur BIM afin qu'ils participent notamment à l'élaboration des processus BIM définis dans la convention BIM. Le BIM Manager Projet, ici en noir, pilote la mission de BIM Management, plus connue sous le nom de BIM Manager tout court. Il établit la stratégie opérationnelle du projet en accord avec les objectifs BIM du programme et ceux des entreprises. Il est le garant de l'atteinte des objectifs BIM du projet et du respect de la convention BIM. Il rend compte à la direction de projet des difficultés de toute nature pour l'application de la convention BIM. Il doit s'informer de la maturité des contributeurs BIM du projet et, le cas échéant, proposer des solutions pour adapter un niveau de maturité insuffisant aux objectifs BIM du projet. Le BIM Manager Projet ne doit pas intervenir d'une quelconque manière dans l'élaboration de la maquette numérique. Dans ce contexte, il n'a pas de responsabilité métier engagée dans la conception ou la réalisation de l'ouvrage. Pour chaque entité, on va avoir le BIM Manager contributeur et le coordinateur BIM. Commençons par le BIM Manager contributeur. Il est responsable de la stratégie BIM du contributeur. Il en est le référent pour l'élaboration de la convention BIM du projet. Il s'enquiert du niveau de maturité des personnes de son entité, y compris des prestataires et des sous-traitants. Le cas échéant, il s'assure de la mise en œuvre des mesures correctives ou palliatives pour atteindre les niveaux de maturité requis. Maintenant, le coordinateur BIM. Il gère le projet pour le domaine spécifique traité en BIM par son entité. Il va également piloter et auditer les modèles BIM selon les contrôles qualité définis par la convention BIM. Il est, avec le BIM Manager contributeur, garant de la production BIM attendue et due au titre du projet et conformément au BIM Management. On termine par les producteurs BIM, le ou les producteurs BIM. Leur rôle et leur périmètre d'intervention sont avant tout productifs. Suivant les recommandations et les prescriptions établies par le coordinateur BIM, ils élaborent, ils modélisent les ouvrages, ils produisent et ils éditent les modèles d'information 3D, les livrables nécessaires à chaque phase du projet, prévus dans la convention BIM. Ils peuvent également réaliser des contributions d'autres natures, comme des notes de calcul, qualification des données, spécification des nomenclatures, etc., qui peut constituer des données de la maquette. Ensuite, toujours dans le chapitre équipe BIM, on définit la répartition des tâches de chacun. Qui participe et qui réalise, c'est-à-dire qui est responsable de cette tâche. L'équipe BIM Management doit pouvoir justifier collectivement du niveau de maturité BIM de l'équipe BIM engagée sur le projet. Pour les contributeurs BIM, le BIM Management procédera à une évaluation à l'aide des méthodes appropriées. Différentes approches sont possibles pour évaluer la maturité des organisations et contributeurs BIM du projet,
mais je ne les détaillerai pas dans ce webinaire. En bref, cette étape d'évaluation de la maturité BIM des acteurs permet d'identifier les possibles points de divergence entre les membres du projet et de définir éventuellement des actions de mise à niveau ou d'adaptation du processus BIM envisagé pour le projet. Dans l'hypothèse où le niveau de maturité n'est pas en adéquation avec les objectifs du projet, le BIM management doit faire état de la situation au client. En complément, il pourra définir des mesures d'adaptation et de mise à niveau, comme par exemple proposer des formations, exiger la reprise du rôle de modélisation par un autre contributeur, demander un complément d'équipement informatique, matériel et ou logiciel, et réduire le niveau d'exigence des objectifs BIM du projet. Dernier paragraphe du chapitre équipe BIM. Il sera important ici de faire un focus sur le BIM management pour préciser ses missions et ses limites de prestation. Il sera question dans ce chapitre de lister les objectifs BIM. On voit que le prochain chapitre s'intitule Usage BIM. Quelle est donc la différence entre objectif et usage BIM? Les objectifs BIM répondent à la question de quoi le client a-t-il besoin pour ce projet? Alors que les usages BIM répondent à la question que faire pour répondre à ces besoins? C'est-à-dire que les usages BIM sont des solutions techniques apportées à des objectifs BIM. Exemple, on va parler d'objectifs BIM de documentation du projet. Et les usages BIM associés à cet objectif sont une documentation 2D, une modélisation 3D, une mise à jour des maquettes ou une mise à jour de la bibliothèque d'objets. Autre exemple, objectif BIM, améliorer la performance en termes de durabilité, de qualité environnementale. Les usages BIM associés seront des études analytiques, les processus d'analyse, et des études thermiques en maquette numérique. Dernier exemple pour le plaisir, un objectif BIM, améliorer la qualité de la conception. Usage BIM associé, faire des revues de modèles. Il sera également question dans ce chapitre de hiérarchiser ces objectifs BIM. Les objectifs BIM doivent être triés selon deux modes. Priorité de réalisation de l'objectif BIM, ici de 1 à 3. Les niveaux de priorité sont relatifs au niveau d'exigence requis par le donneur d'ordre. Deuxième mode, phase de projet concernée par la réalisation de l'objectif BIM. Prochainement sera créé un site internet contributif où chacun pourra venir proposer des cas d'usage qui doivent refléter tout le cycle de vie d'un ouvrage. Il sera question dans ce chapitre de lister les usages BIM retenus. Ces usages BIM sont des solutions à des besoins. Ils s'expriment en verbes d'action: recueillir, générer, analyser, communiquer, réaliser. Deuxième paragraphe, la temporalité des usages peut être explicitée dans la convention BIM, sous la forme d'une chronologie ou d'un tableau permettant de visualiser les répartitions et les durées des usages BIM par phase du projet. Les cas d'usage BIM, qu'est-ce que c'est? Revenons sur ce schéma qui permettait d'expliquer la différence entre objectif BIM et usage BIM. Ajoutons les cas d'usage BIM. Ils répondent à la question « Quelle solution technique utiliser ?» Cela permet de décrire factuellement les usages voulus des maquettes numériques, les interactions des différents acteurs avec cette base de données pour des actions métiers précises. Qu'est-ce qu'un CDE? Au lieu d'échanger les documents numériques à un collaborateur qui va ensuite les envoyer à un autre collaborateur en créant un doublon ou des doublons, et donc potentiellement en créant des modifications sources d'erreurs, l'ensemble des documents, durant toute la durée du projet, va être mis à disposition de l'ensemble des collaborateurs par le biais d'un espace commun. Cet espace, on l'appelle l'environnement commun de données, ou Common Data Environment en anglais. Le processus BIM nécessite de mettre en place des procédures de partage des données. Du fait de la fréquence des échanges qui interviennent dans un processus BIM collaboratif et de la quantité des données à échanger, l'utilisation des emails ne suffit pas, ni en termes de capacité, ni en termes de traçabilité. C'est pourquoi un environnement commun de données doit être défini dans le cadre de la convention BIM par le BIM Management. Du simple serveur de stockage de fichiers aux plateformes dites spécialisées BIM, il existe différents types d'environnements collaboratifs, plus ou moins sécurisés, qui proposent un éventail plus ou moins large de fonctionnalités.
La convention BIM devra informer les contributeurs sur les points suivants. Qui utilise la plateforme BIM et à quel moment? Quels sont les protocoles de dépôt, de téléchargement, d'édition, de consultation? Quels sont les formats et la taille des fichiers supportés? Quels sont les prérequis des contributeurs? Matériel, formation, charte de bon comportement, hébergement de la plateforme, etc. Comment est assurée la pérennité des données? Dans le temps, physiquement, l'éloignement avec des serveurs. Comment est assurée la sécurité des données? Politique de sécurisation des données, politique des accès à la plateforme, comment sont gérés les accès des utilisateurs et leur traçabilité, gestion des identifiants et mots de passe, log de connexion, etc. Quelle est la durée de vie de la plateforme? Quel est le niveau de portabilité de la plateforme? Quelles sont les fonctionnalités associées aux usages BIM? Certaines plateformes proposent des fonctionnalités qui sont directement liées aux processus définis par les usages BIM, notamment les processus de collaboration et de coordination, contrôle des conventions de nommage, extraction des quantités, visualisation de communication, etc. On terminera ce chapitre environnement commun de données par un focus sur les données. Les produits de la construction sont souvent décrits par leurs propriétés physiques et mécaniques, nature du matériau, géométrie, limite élastique, résistance, etc. Mais aussi par des attributs, les métadonnées, qui permettent de les classifier par domaine, par système, par fonction. Il est primordial de préparer dès que possible les champs de métadonnées. Dans certains logiciels, ces champs sont nommés Property Set, à renseigner pour chacune des familles d'objets ou de produits qui seront nécessaires au projet, afin que chacun des acteurs puisse y retrouver ses attentes. Pourquoi cette donnée est importante? La donnée est une valeur brute non interprétée. Lorsque la donnée est structurée, elle devient interprétable et devient alors une information. L'interprétation des informations permet la prise de décision et donc le déclenchement d'actions. L'utilisation d'un environnement collaboratif ne garantit pas l'efficacité des échanges. Il est nécessaire d'y associer un processus de diffusion et ses règles afférentes. C'est pourquoi on va parler des processus BIM. Qu'est-ce que c'est? Revenons une dernière fois sur ce schéma qui permettait d'expliquer la différence entre objectif BIM, usage BIM et cas d'usage. Les processus BIM permettent de répondre à la question « Comment utiliser ces solutions techniques ?» c'est-à-dire de décrire les méthodes qui vont être appliquées pour utiliser les cas d'usage BIM. Le processus de diffusion dépend de l'environnement commun de données choisi et inversement. Ce CDE doit supporter les 4 états d'une maquette numérique, c'est-à-dire les modes de travail en cours, partage de données selon des usages BIM définis, publication sous forme de livrable, ou encore archivage et stockage définitif. Les étapes de contrôle, revue ou approbation doivent être explicitées dans les processus de diffusion. L'équipe de BIM Management doit s'assurer de l'efficacité de ces échanges qui peuvent être effectués sous la forme de modèles graphiques, de fichiers Excel par exemple, s'il s'agit d'échanges de données non graphiques extraites de la maquette, ou encore de documents comme les évaluations, les rapports, etc. À titre d'exemple, voici une méthode de gestion des flux. Dans l'espace de travail en cours, les modèles d'information en cours d'élaboration ont un statut S0. Dans l'espace de partage, les modèles d'information diffusés peuvent avoir les statuts suivants, de S1 à S7. Par exemple, S1 permet de spécifier que l'information est partagée pour la coordination. S2, elle est partagée pour l'information. S3, elle est partagée pour la révision interne et de commentaires, etc., etc. Dans l'espace de publication, les modèles d'information peuvent avoir les statuts de publication suivants. D1, D2, D3, D5, AM, AC, AB. Par exemple, D1 signifie publier pour estimation du coût. D2 signifie publier pour consultation des entreprises. D3 signifie publier pour exé consolidé, etc., etc. Dans l'espace d'archivage, les documents livrables traditionnels comportent les statuts de validation en vigueur. NC, VSO, VAO, VAOB, BPE. NC pour non concerné, VSO pour visa sans observation, VAO pour visa avec observation, etc., etc. Cela peut sembler être redondant avec les jalons du projet, mais les jalons BIM sanctionnent les différentes étapes de l'élaboration de la maquette numérique de l'ouvrage. Il existe des jalons principaux qui correspondent à une phase du contrat de projet, APD, PC, DCE, etc.
puis des jalons secondaires qui sont des rendus de maquettes intermédiaires durant la phase de projet. La convention BIM doit spécifier les fréquences de dépôt des maquettes numériques sur l'environnement commun de données. Ce suivi régulier permet d'assurer des contrôles de qualité. L'équipe BIM définit les différents types de réunions, leurs fréquences, leurs objets, leur contenu, l'organisateur, l'animateur, les intervenants, les documents traités et les documents de sortie de chaque réunion. Il est recommandé de mettre en place les réunions suivantes: la réunion de démarrage, la réunion de suivi de la convention BIM, la réunion de revue d'interface, la réunion de validation des statuts BIM et la revue de la maquette de projet. Il convient dans la convention BIM d'identifier les types de livrables qui seront issus de la maquette, du ou des modèles des contributeurs BIM. Différents ouvrages ou articles traitent de ce sujet, tels que le rapport X-Piquant ou le BIM sous l'angle du droit d'Amélie Blandin. De manière générale, tous s'accordent à dire qu'il faut définir les règles de propriété et de responsabilité dans les documents contractuels. La convention BIM devra donc intégrer un chapitre précisant leurs responsabilités, les règles de transmission, livraison et confidentialité associées aux maquettes produites et ou échangées entre contributeurs. Passons au chapitre modélisation. Il est recommandé de mettre en œuvre un système de référence unique. Ce système devra être annoncé par la maîtrise d'ouvrage dans son cahier des charges BIM. Ainsi, il est préférable de constituer un modèle BIM référentiel, aussi appelé maquette ref par certains, au début de l'opération. Un des contributeurs BIM sera nommé responsable de cette maquette et sera le seul habilité à éditer le système de référence. Le BIM Management devra lui mettre en place les processus nécessaires au partage du système de référence unique. L'usage répandu de plusieurs systèmes de coordonnées rend cette question cruciale, notamment sur les opérations de grande envergure. Ce point est expliqué en formation Flash Revit géoréférencement que nous proposons chez Gretech. N'hésitez pas à nous faire une demande de formation si vous souhaitez en savoir davantage. Cette formation s'effectue en une demi-journée en visio. Les versions actuelles des logiciels de modélisation ont des limites de performance. Celles-ci se caractérisent le plus souvent par une taille maximale du modèle recommandé. Ce découpage doit prendre en compte les éventuelles contraintes constructives, par exemple les joints de dilatation. Un schéma en plan précisant le découpage des maquettes choisies doit être défini dans la convention BIM. Il est recommandé que la convention BIM fasse état des unités de mesure et leurs arrondis communs et distincts pour tous les contributeurs BIM. La convention BIM doit comporter les attendus sur le ou les niveaux de définition que la maquette numérique doit atteindre aux différents jalons de son élaboration. Le BIM Management, en référence aux nombreuses sources bibliographiques sur le sujet, doit spécifier pour chaque classe d'objets, à minima, le niveau de représentation, le niveau d'information, le niveau de documentation, le niveau de complétude et le niveau de coordination. Nous allons d'abord voir le niveau de représentation, aussi appelé NDR. Vous avez peut-être déjà entendu parler du LOD. Donc, quelle est la différence avec les niveaux de définition ? On parle des niveaux de définition en France, alors que le terme LOD est utilisé en Angleterre et aux États-Unis. Pour l'anglais, LOD indique le niveau de définition, Level of Definition. Pour les Américains, en revanche, il s'agit du niveau de développement, Level of Development, d'un élément du modèle BIM. Habituellement, pour se protéger d'éventuelles lacunes et manques de qualité d'information, le professionnel a tendance à exagérer la quantité d'informations à communiquer. Il commet ainsi l'erreur de produire et de partager un excès d'informations souvent inutiles. Pour surmonter cet inconvénient, l'ISO 19650-1 introduit le concept de niveau de besoin d'information, ou LOIN, Level of Information Need. Il est recommandé que la convention BIM indique les niveaux d'information requis de chaque classe d'objets. Par ailleurs, la convention BIM doit comporter de façon explicite le niveau d'information requis de la livraison de la maquette numérique pour une phase du projet. Le niveau de documentation correspond à une liste des documents liés aux objets de la maquette numérique. Il est assuré par des propriétés attributaires des objets au format hyperlien vers un document ou une URL vers un site internet. Le niveau de complétude, c'est-à-dire le caractère complet ou incomplet de la maquette.
Par exemple, la maquette numérique d'un hôpital pourra être modélisée partiellement de sorte qu'une chambre type d'un hôpital soit modélisée à un niveau de définition élevé, tandis que toutes les autres chambres du même type disposent uniquement d'un identifiant qui reporte à la chambre type. De la même façon, on pourra modéliser le ferraillage d'un ensemble poteau-poutre et identifier cet ensemble dans le reste de l'ouvrage, sans modéliser les armatures de tous les poteaux du même type. Le niveau de coordination exprime le niveau de résolution des interférences spatiales, techniques et réglementaires. Entre les cloisons de l'architecte et les fondations de la structure, le niveau est à 0. Les objets n'ont pas de relation entre eux. Le moins, le symbole moins, signifie la relation entre les objets existe mais n'est pas traitée. Chaque modèle métier est produit sans que cela influe le modèle des autres corps de métier. Le symbole plus signifie la relation entre les objets existe, mais n'est traitée que partiellement selon l'importance de celle-ci. Et le symbole plus plus signifie la relation entre les objets existe et est traitée dans son intégralité. Le niveau de coordination est croissant pendant les phases de conception et à la pré-synthèse pour atteindre son niveau le plus élevé pendant les études d'exécution et à la synthèse. Chacun a son propre vocabulaire, sa propre sémantique pour décrire les espaces et éléments qui composent un ouvrage. Il est donc essentiel de mettre en place dès l'initiation d'un projet un système de classification standardisé qui joue le rôle de référentiel commun entre tous. Les systèmes de classification doivent être documentés, cohérents avec les objectifs du projet et les pratiques de tous les intervenants, cohérents avec les standards utilisés, partagés par tous. En l'absence de classification imposée par la maîtrise d'ouvrage, on pourra utiliser l'un des 3 systèmes de classification suivants. Uniclass 2, utilisé au Royaume-Uni, Omniclass OCCS, utilisé aux États-Unis et accessible gratuitement, Uniformat 2 2015, utilisé également aux États-Unis mais payante. Le nommage de l'information peut être spécifié à plusieurs endroits en fonction du logiciel de modélisation utilisé. Par exemple, pour un logiciel de DAO, il s'agira de nommer les calques. Pour un logiciel orienté objet, il s'agira de renseigner un champ ou plusieurs des propriétés de l'objet. De la même manière, les sujets d'identification des incohérences et conflits doivent être nommés selon une convention qui permet leur suivi pour leur résolution. L'infrastructure numérique. Il s'agit d'anticiper des situations de blocage dues aux écarts de puissance, voire des incompatibilités qui peuvent exister entre les contributeurs. L'objectif de ce recensement est double. D'une part, définir les configurations des flux de données entre les contributeurs. D'autre part, anticiper les montées de version pour les projets dont la durée pourrait l'imposer. Si la plateforme collaborative de l'environnement commun de données ne dispose pas de viewer, la convention BIM doit proposer une ou plusieurs solutions de visualisation des modèles d'information. Les livrables, dernier chapitre, peuvent être de nature diverse. Les spécifications des livrables BIM 3D sont les modèles d'information 3D diffusés au titre des livrables BIM du projet et sont recommandés au format IFC dont la version définie doit être spécifiée par la convention BIM. Ils peuvent être également et éventuellement diffusés au format natif selon les conditions contractuelles du projet. Quel que soit le format, PDF, DWG ou autre, des documentations 2D, plans, coupes, élévations seront impérativement issues de la maquette numérique de façon directe ou indirecte. Comme pour tout contrat, pour éviter les litiges, il faut être précis sur certaines notions. Il faudra définir correctement les limites de prestation de chaque acteur, préciser les dates de rendu, définir des règles de nommage précises, préciser les configurations des exports souhaités, définir les règles relatives aux droits de propriété intellectuelle, préciser les mesures prises en cas de non-respect de la convention BIM. Cette liste n'est bien évidemment pas exhaustive, car elle peut varier selon les particularités de chaque projet. Sans ces vérifications ou points d'attention, le projet et ses délais pourraient en pâtir. Les ressources utilisées pour ce webinaire ont été l'association Building Smart, le plan BIM 2022, le CEREMA et l'Ordre des architectes. Pour finir, le meilleur conseil que je puisse vous donner
est de vous lancer dans la rédaction de la convention BIM de votre opération et de faire appel à notre équipe Gretec pour la moindre question. Nous pouvons vous accompagner. J'espère que ce webinaire vous aura apporté plus de clarté sur la définition, les objectifs et le contenu d'une convention BIM. Je vous remercie pour votre attention. Toute l'équipe Gretec reste à vos côtés pour répondre à vos besoins, doutes et interrogations.